Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, tel est le thème de la célébration de la journée du sida ce 1er décembre 2020. Le VIH-Sida a entraîné jusqu'ici près de 33 millions de décès dans le monde et le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 38 millions à la fin de 2019. Gratuité de l'enseignement des bases. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo Bessunga, a reçu ce 1er décembre le ministre de l'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. L'implication des parents d'élèves au sujet du conflit entre le gouvernement et les enseignants des écoles catholiques a tourné autour de leurs échanges. Le Sénat congolais est en deuil. Le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, l'élu de Haute-Ouélé, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 1er décembre à Kinshasa. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, a reçu en audience ce lundi 30 novembre une délégation de l'ONU-SIDA conduite par sa directrice exécutive Winnie Byanyima. À l'aube de cette décennie critique où le monde veut d'ici 2030 éliminer le VIH comme problème de santé, la visite de la représentante du secrétaire général pour les Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU-SIDA, couplée au lancement des activités commémoratives de la Journée mondiale du SIDA, édition 2020, est un événement marquant qui devrait être mis à profit pour des discussions et un plaidoyer fort auprès de cette organisation pour appuyer la RDC. Ainsi, le ministre Eteni a brossé minutieusement les tableaux de la situation épidémiologique du VIH-Sida en RDC, soulignant les défis, les actions entreprises ainsi que l'apport attendu de l'ONU-SIDA en termes de plaidoyer. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA a souligné l'importance de cette entrevue, le mobile de sa visite en République démocratique du Congo et les avancées notables enregistrées. Le but de ma visite ici, c'est essentiellement pour marquer la présence de l'ONU-SIDA en République démocratique du Congo, avec l'objectif de pouvoir marquer l'avènement de la Journée mondiale de lutte contre le sida, parce que nous voulons montrer les efforts du gouvernement et de la population de la RDC dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes là donc pour montrer les efforts réalisés par ce pays, la RDC, et partager cela avec le monde, mais également apporter l'appui à la RDC pour continuer à lutter pour mettre un terme VIH-Sida comme une menace à la santé publique, mais également mettre un terme à la pandémie de la COVID-19. Signalons par ailleurs qu'en République démocratique du Congo, 62,9% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 60,9% reçoivent un traitement antirétroviral. Le chef des établissements universitaires ainsi que leurs membres des comités de gestion ont été briefés sur la deuxième vague de la COVID-19 qui s'annonce assez dévastatrice. Une initiative de la commission communication des risques et engagement communautaire et la commission prévention contrôle de l'infection en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire appuyé par l'UNICEF RDC pour faire face à cet ennemi
invisibles. Les universités étant des lieux spécifiques à haut risque, ces chefs des établissements ont été sensibilisés à veiller sur le respect strict des mesures barrières au sein de leurs institutions afin de stopper la chaîne de transmission de cette maladie. Le chargé des opérations de la riposte contre la COVID-19, Dr Justus Nsio, explique ici la nouvelle stratégie du CEMR pour faire face à cette deuxième vague. Il a été question de démontrer que depuis 4 semaines, donc maintenant on est à la semaine 49, donc nous parlons de la semaine 48, nous avons assisté à une augmentation du nombre de nouveaux cas qui sont notifiés dans la ville de Kinshasa. Nous avons noté que pendant les seuls mois, parce qu'on a commencé ce travail-là le 31 octobre, jusqu'au 29 novembre, nous avons eu 67 nouveaux cas qui ont été importés. Et cela montre quand même qu'il y a un grand nombre de cas positifs qui entrent dans les pays. Et malgré que ces cas-là sont venus avec des résultats négatifs. Mais ici, nous avons confirmé que c'était des cas confirmés. Pour sa part, la présidente de la CREC, Marie-Claire Fouello, revient sur les bien fondés de ces assises. Vous savez que l'université, comme l'école, comme les lieux de culte, les lieux de spectacle, comme les entreprises, sont des lieux à haut risque. Et la commission communication des risques et engagements communautaires, en collaboration avec la commission PCI, a mis en place un programme pour accompagner ces milieux à haut risque, spécialement les universités, dans la protection et la réduction des risques de transmission Covid. Signalons que les points focaux de la riposte seront placés dans chaque université pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. La classe politique congolaise est divisée sur la question de consultation qu'avait lancé et clôturé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Maître David Chimonga, analyste politique, le président de la République est le garant de la nation et l'arbitre de l'institution. Donc, c'est à lui de prendre une décision pour sortir la RDC de cette crise. Il y avait un désespoir. Il y avait un désespoir qui se lisait dans les visages de tout Congolais. Je dis bien tout Congolais, dans la majorité. Et il fallait à un certain moment dire non, il faut voir où situer les problèmes et trouver la solution. C'est comme ça qu'effectivement, il en a appelé aux consultations. Lorsque le président de la République a appelé aux consultations, je suis surpris, sidéré aujourd'hui, d'entendre le FCC, le Lamouka dire que voilà, ce sont des musiciens qui sont partis, ce sont des comédiens. Ils ne sont pas moins congolais que vous et nous. Le président a parlé des couches les plus représentatives de la société. Même s'il fallait aller chercher, comme on a cherché des invalides, même s'il fallait aller chercher je ne sais qui, s'ils sont représentatifs dans la société, le président de la République pouvait recourir à eux. Et vous avez vu l'engouement. Vous avez vu l'engouement. Ce n'est pas parce que les députés FCC ne sont pas venus, que ceux-là ne sont pas venus, que cela enlève le caractère des consultations nationales. Et effectivement, le président a atteint les objectifs que lui poursuivait. Qui assure l'arbitrage du bon fonctionnement? Lisez l'article 69 de la Constitution. Qui assure l'arbitrage du fonctionnement régulier des institutions? Vous blaguez avec les pouvoirs du chef de l'État lui confiés par la Constitution, quoi. Et nous attendons, je pense cette semaine, l'adresse du chef de l'État. Parlant de la réaction du FCC concernant l'arrestation et la condamnation de Barnabé Milingagno, le maître David réagit en ces termes. J'entends des gens avec un culot extraordinaire dire que nous sommes en train de rentrer dans l'époque de la dictature, la liberté d'expression. Mais écoutez, c'est que Bajekoko Moulumba doivent se retourner 2 fois là où ils sont. Les Carbone Béni, les Franck Diongo, ils ont passé des années à l'ANER sans voir même un magistrat du parquet. Jekoko Moulumba qui bénéficie d'une ordonnance de liberté provisoire signée par un avocat général. Vous avez un OPJ de l'ANER, M. Kalev Moutonde, qui empêche l'exécution d'une ordonnance
d'un avocat général. Barnabé a été arrêté, traduit en procédure de flagrance. Le même jour où il avait été arrêté, le même jour il a été déplacé devant les juges. Il n'avait qu'à présenter ses moyens de défense. Démarré le 23 novembre 2020 à Kinshasa, la deuxième audience foraine du tribunal de grande instance de la Gombe au procès opposant la SNEL à des présumés voleurs des cornières de cette société a eu lieu le 30 novembre 2020 dans la commune de Lingwala. Du côté de la partie de la défense, les accusés n'ont cessé de nier les faits alors qu'ils ont été confrontés à des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire où ils auraient tout avoué. Mais les avocats de la défense ont rejeté ces PV pour de nombreux problèmes liés à la forme, notamment les changements d'écriture, les manques de signatures et autres. À la fin, ils ont sollicité du tribunal la comparution de l'OPJ, ce qui a été accordé. Du côté de la SNEL, Maître Valentin Monsaba reste convaincu que la vérité va éclater au grand jour. Ainsi, pour tout mettre à nu, le collectif d'avocats de la SNEL a sollicité d'obtenir les relevés d'appels téléphoniques entre les accusés pour retracer la vérité, ce qui leur a été accordé. On a poursuivi l'instruction commencée le lundi passé et le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé et il était même sur le point de nous inviter à plaider. Mais comme il y avait des demandes formulées, nous, pour notre part, comme on avait constaté qu'ils commençaient à contester les PV sur lesquels ils ont apposé leur signature, parce que nous militons pour la découverte de la vérité. Nous sommes convaincus qu'ils sont dedans. Ils ont commis les faits pour lesquels plutôt ils sont poursuivis. Et ils veulent nier parce que pour eux, le seul élément de preuve, ce sont les PV établis par la police. Alors, c'est une ligne de défense, on leur concède ça. Mais nous attendons. C'est pourquoi nous avons estimé que pour renverser cette manœuvre, obtenir les extraits, les relevés téléphoniques des différentes maisons de communication pour s'enquérir des différents échanges téléphoniques intervenus entre tous les prévenus. Moi, je crois, d'ailleurs, c'est de bons droits que le tribunal nous a suivis, parce que je crains même que, là, devant le tribunal, les gens ne se sont plus à nier les faits. Mais même les autres, comme il y a leur numéro, c'est fort possible qu'en examinant les relevés téléphoniques, qu'on se rende compte qu'il y avait aussi un lien entre les receleurs et les autres membres de l'association malfaitée. L'audience a été renvoyée au 7 décembre prochain pour une éventuelle plaidoirie. Le collectif de développement intégré au Congo, CODIC, a effectué une descente sur terrain dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa, Bandalungwa, Bumbu, Selembao, Kinshasa, Kalamu, Masina et Kimanteke pour sensibiliser la population à se mobiliser pour l'assainissement de leurs milieux respectifs, et c'est dans le cadre de l'opération Kinbopeto lancée par le gouverneur de la ville, Jantini Ngobilambaka. Partout où l'ONG CODIC est passé en prêchant par l'exemple, le message de lutte contre l'insalubrité était au rendez-vous. Intéressés par ces cris d'assainissement de la ville, les habitants des différentes communes n'ont pas manqué de s'exprimer. Les superviseurs de l'ONG CODIC Kimanteke, Romain Kipoulou, appelle la population à la culture d'assainissement. Que la population s'implique à la vision même du gouverneur de la ville dans le Kinbopeto. Il est en train de nous inviter tous à travailler pour notre propre intérêt, pour notre propre santé. Parce que la santé, c'est la vie. Si nous sommes infectés par les microbes, les typhoïdes, combien d'argent nous allons dépenser pour les soins médicaux? Donc, travaillons
pour notre vie, pour notre santé. Et le coordonnateur du collectif de développement intégré CODIC, Gaston Kayenga, explique l'importance de cette action. L'activité d'aujourd'hui, il est à la fois une activité plaidoyer et de sensibilisation, parce que vous avez vu les personnes avec qui nous avons travaillé sur le terrain, qui portent des cache-nez, et c'est aussi faire la vulgarisation que nous devons faire les soins. Donc l'hygiène publique doit être un mode de vie pour tous, donc le droit à la santé, c'est ça notre leitmotiv. Assainir son environnement, c'est lutter contre les maladies. Tous les leaders sociaux s'élèvent pour sensibiliser contre la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est le cas de Moudi Ferdinand, chef du groupement Kingakati, village Kingakati, qui appelle les Kinois et Congolais en général à se méfier du coronavirus. Message na bana mboka. Po nyoka na suyo te. Soki nyoka suyo okokima na singa. Mais siko coronavirus. Et ba mindele oyo tokende ke kosalisa banzoto pana baza kokufa koleka. Yo kotia tembe pona nini? Nyoka na suyo te. Soki nyoka suyo nde koyeba. Ozela nyoka swayo. Bokima maladi. Bosukola maboko. Botika bitambola tambola. Boltia bakashi ne na bino. Bakonji ko landa yo moko. Lokoko malobite lelonde. Batela nzoto no. Omi batela baninga pe batela. C'est un peu ça. Le chef Moudi Ferdinand a eu en même temps l'occasion de démontrer les limites des terres qu'il gère. Et pas na pesi mu Congo na kabwani na groupement Nguma. Et pas na Tali Longi na kabwani na groupement Ngana. Na gauche et pas na Simbi Nzete na kabwani na groupement Bou. Et pas na Tielo Boko Boui na kabwani ndeloranga na fleuve Congo. Na mwa ndambu Boui na commune Nsele na kabwani na Mikonga na Kimbanseke. Mais ngana za muumba kutimite. Ngana za muumba tunangai. Sikoyo bamiyiba oteka mabele na wasa. Ngana fandi. Na fandi. Mais mabele mutu moko ta mema mabele na mutu. Mutu moko mema mabele na mutu. Toke nango mabele na ngai oke nango. Passe à pas. L'unique et le vrai chef du groupement, chef coutumier du groupement Kingakati, Moudi Ferdinand, prône la paix et appelle tous les fauteurs de troubles au niveau des chefs coutumiers de mettre de l'eau dans leur vin et résoudre calmement leurs différents problèmes. Après la victoire difficile de Léopard de la RDC contre les Palancas Negras de l'Angola, 1-0 dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun, Maître David Chimonga, analyste sportif, insiste que les remplaçants de Florent Ibenge n'est pas à la hauteur de l'équipe nationale. La politique sportive de la FECOFA n'est pas bonne. D'abord, en ce qui me concerne, on ne pouvait pas remplacer Ibenge par Christian Sengi Biemé. Bien que Sengi, l'actuel entraîneur, ait un titre plus valeureux que celui que possède Ibenge, mais Ibenge avait de l'expérience. Ibenge a fait du temps avec 20 clubs et a pris du temps avec l'équipe nationale. Et Ibenge a grandi, a évolué. Là où nous nous sommes arrêtés avec Ibenge, c'était la limite de Ibenge. Ça veut dire que Ibenge avait donné le meilleur de lui-même et il nous avait laissé à un certain niveau. On ne pouvait plus recourir à un entraîneur apprenti. Je pèse bien mes mots. Parce que Christian Sengi Biemé a géré la première équipe nationale senior, c'est le Léopard. Si nous devons nous atteler là, ça veut dire qu'il ne devait pas venir apprendre. Il pouvait commencer peut-être avec les Léopards, après les Léopards Chan. On pouvait les lui concéder. Et nous avons baissé. Après le départ de Ibenge, nous avons baissé des niveaux. Et sur le plan classement et sur le plan jeu, nous avons baissé des niveaux. David Chimonga plaide pour faire recours même à Florent Ibenge pour les 2 matchs restants pour une transition avant la phase finale de la CAN. S'il faut aller en calcul, la Gambie peut battre l'Angola. Et après qu'il aura battu l'Angola, regardez là où il va se positionner. Et après,
Nous devons jouer notre dernier match ici. Et qui vous dit que nous allons battre la Gambie ici? Donc moi je pense que c'est un calcul très très mal fait. Pour moi, même à ce moment, il faut faire partir Christian. Pour une période de transition, que Ibenge nous qualifie et que l'on trouve notre entraîneur. Parce qu'avec Ibenge, moi je peux espérer la qualification avec les 2 matchs qui restent. Il peut nous aider juste pour nous permettre de nous qualifier, mais pas pour nous amener à la CAN. Parce qu'à la CAN, Ibenge a montré aussi ses insuffisances. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi avec le même plaisir.